Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invitée est Célia Zara. Merci de m'avoir invitée. Je suis Célia Zara, je suis designer de mode et aussi artiste et je donne des cours aussi, je suis enseignante voilà, au rectorat de Paris. Et vous pouvez suivre ma marque Masquerade Studio sur Instagram et c'est un site internet où je présente des vêtements Lolita ou inspirés de la mode japonaise pour le vestiaire de tous les jours. Enfin, Célia ou Tu peux Zara? m'appeler Célia, ouais. Ok. Mon prénom c'est Célia Zara, mais tu peux m'appeler C'est Célia. les deux Ouais. concaténés. Ouais, ensemble. Célia Zara. Ok. Mais tu peux m'appeler Célia. Je peux t'appeler ce que tu veux, moi j'ai. ok. Du coup, c'est très intéressant. C'est très rigolo comme prénom. Est-ce que t'as des parents mixtes? Oui. Du coup, oui. c'était un peu le compromis. Non, c'est plus que. Pour faire court, ma mère elle est séfarade. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est la communauté juive d'Algérie, enfin du Maghreb, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Enfin bref, ils sont surtout voilà, au Maghreb et du coup en Afrique. Et mon père, il est musulman algérien. Du coup, c'est mes parents, eux deux, qui ont choisi mon prénom, Célia. Et Zara, ça veut dire fleur en arabe, c'est le prénom de ma grand-mère. Du coup, voilà. C'est un prénom composé. C'est le Pour prénom faire de le beaucoup plus de, court. le prénom de beaucoup de grand-mères dans le Ouais. pays du Maghreb. Exactement. Ouais. Mais oui, je pensais que c'était ton prénom, ton deuxième prénom, un truc comme ça. Ouais, c'est comme mon deuxième prénom, mais Ouais. c'est un prénom composé. Moi, c'est mignon. Ça fait une belle panoplie Ouais, c'est vrai. de ton histoire, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Après, en général, quand on me voit la première fois, on se doute pas que je suis maghrébine, en général. Mhm. Les gens, ils se posent des questions, mais ils savent pas vraiment ce que je suis, c'est un peu drôle. Mais ça, je pense que l'idée de la femme maghrébine, il y a un look. Ah ouais. Et je pense que dès que t'as pas les cheveux lisses et longs, Ouais. t'es pas considérée comme maghrébine. Et non, mais il y a plein de trucs, de toute façon, qui font que... Aujourd'hui, c'est plus simple, je trouve. Là, moi, je me découvre une nouvelle passion sur TikTok de regarder toutes les filles maghrébines, toutes les jeunes, parce que moi, je me sens plus jeune du tout. En plus, maintenant que je suis enseignante, je me sens plus jeune du tout, vu que je m'occupe que de jeunes. Et je vois cette nouvelle passion de toutes les filles maghrébines qui sont un peu coquettes, Lolita et tout. Et je trouve ça trop cool. Parce qu'à mon époque, ça n'aurait jamais pu exister. Jamais. Ah si, moi j'avais... Alors, du coup, pour info, moi j'ai grandi dans le Maghreb. Ok. Et la seule personne qui était coquette Lolita, c'était une fille qui s'appelait Fatim Zahra. Ok. Et elle était coquette, mais elle était voilée. Et du coup, elle avait genre des nœuds sur ses voiles et C'est tout. trop beau ça. Mais ce qui était triste avec Fatim Zahra, c'est que je l'ai connue du collège jusqu'au lycée. Et tu vois, c'est la meuf que tu vois en mode avec les bracelets, tu sais, du poignet, des trucs. Oui. Je sais pas si tu te rappelles les bracelets en forme d'animaux, mais Oui, tu les bien mets sûr. tous. Tout le monde les collectionnait, mais Oui, ça servait à bien rien. sûr. Elle avait ça, et plus elle grandissait, plus elle perdait ses petits nœuds. Oh Jusqu'à la non. fin, qu'elle avait perdu tout son look. Oh non. Ouais. Ouais, on dit souvent que c'est une période d'adolescence, tu sais. Ouais. Cette période-là où tu commences à aimer les looks un peu underground et les choses un peu liées au manga, tu vois, au kawaii, etc. Mais moi, cette période, elle m'a jamais quittée. Jamais. Ouais. Mais en même temps, Ouais. parce que Célia a une marque, Oui. quand on voit ta Je marque. sais pas si tu m'as invité pour ça. Ah, mais moi, parler de... moi j'invite les gens pour vraiment parler. Hein. À la base, c'était pour le tatouage parce que j'adore les tatouages, j'aime beaucoup écouter l'histoire des gens qui tatouent et tout. En fait, il y a beaucoup de métiers Mm. où quand tu cherches qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est quoi les possibilités. Ouais. C'est en mode, mais on m'a jamais dit que ça c'était une possibilité. Du coup, c'est des gens qui font des trucs. Enfin, en général, c'est des gens tout seuls ou c'est toi qui te lances tout seul ou alors tu connais quelqu'un qui t'aide. Et en fait, du coup, t'as tous ces métiers-là qui sont entre guillemets cachés et t'en parles pas beaucoup. Et les gens qui connaissent, c'est les gens qui tatouent entre eux ou les gens qui sont hyper tatoués qui passent leur temps dans des salons à parler à des gens qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, de toute façon, le tatou et même tout ce qui est métier créatif,
le design ou quoi, pour moi, ça fait partie du même milieu. Hein. Ouais. Parce que, en tout cas, moi, toutes les personnes qui tatouent autour de moi, qui m'ont tatoué, c'est déjà de un, c'est des amis. Et la plupart ont tous fait les beaux-arts, que ce soit de Paris, de Dijon, de la Ville Arson, là où j'étais. Enfin bref, où j'ai une fille qui m'a tatouée, elle par contre, elle était juste passionnée de dessin et de manga et tout. Mais je veux dire, 99% des gens qui m'ont tatouée, c'est des gens qui font partie du même milieu que moi. Ouais. Donc après, je connais pas tous les tatoueurs de Paris, hein, je dis pas ça. Mais en tout cas, dans mon milieu à moi de l'art contemporain, c'est que des gens qui ont fait des études d'art et des écoles d'art et qui après aimaient dessiner ou ont pas forcément réussi à trouver ce qu'ils attendaient dans l'art contemporain et se sont tournés vers le tatou parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent déjà, faut le dire, rapide. En plus, où t'as pas forcément besoin de payer des charges tout le temps. Si tu es pas dans un salon et tout, tu peux faire ça toi, au black, ce genre de choses. Et bon, bah, on sait, c'est l'inflation, c'est chaud, il faut un peu d'argent. Ouais. C'est une manière assez cool de se faire de l'argent. Et puis tu rencontres toujours des personnes assez incroyables quand tu fais du tatou en général. Ouais. Donc, je trouve que c'est un peu le même milieu. Même si le milieu de la mode et le milieu du tatouage est très différent. Je trouve que ça se rejoint de fou par rapport à nos parcours. On a un peu tous les mêmes parcours. Oui. Mais ça, après, on pourra en parler si je dois te dire un peu les tatous. Enfin, les liens avec le tatou, parce qu'on est dans un podcast sur le tatou, je suppose. C'est très... et autres, voilà, et ouverture, mais bon, au cas où... Là, en fait, on est en train de faire le sommaire de ce dont on va parler après. Ok. Tu vois, genre, tic. Et c'était très difficile. En plus, moi, il faut que je mette un peu d'ordre dans mes idées pour pas oublier de revenir, parce que je déteste ça dans les podcasts. Ok, d'accord, désolée. Mais, non, mais moi, j'aime beaucoup quand on commence à parler d'autres choses. J'aime beaucoup le chaos organisé. Donc, il n'y a pas de schéma. Mais oui, c'est vrai que quand tu fais un métier entre guillemets créatif et aussi où tu es auto-entrepreneur, bah forcément. Ça se rejoint. Et moi, j'ai pas fait les beaux-arts. Enfin, j'ai pas fait d'études, j'ai fait des études scientifiques. Et donc, en fait, moi, je connaissais personne. Il y a très peu de gens qui sont tatoués, qui sont ingénieurs, déjà. Donc, forcément, t'as pas. Enfin. Il n'y a pas beaucoup de parcours créatif et ça me manquait un petit peu parce que moi j'aime bien justement cette liberté, ce truc de il faut y aller, il faut tenter un truc. Toi t'y vas mais à moitié parce que t'as ta marque, t'as ta podcast, mais t'es aussi enseignant. Donc. Après c'est plus le professorat, c'est un truc pour moi, c'est pas ma... Enfin c'est ma principale source de revenus aujourd'hui parce qu'on peut pas vivre de la mode sans, on va dire, mettre beaucoup de fonds dans sa marque, et moi j'ai pas envie de faire ça. En fait, moi j'ai envie d'avoir une vie stable. Voilà. Et quand on est artiste, on n'a pas une vie stable. On a une vie très compliquée, et là ça fait 2 ans que j'avais une vie assez compliquée. Comme les tatoueurs, comme les designers de mode, comme tous les gens qui travaillent dans l'art. Et on le dit pas assez quand on est en école, mais quand tu sors de l'école, t'as vraiment pas de travail en fait. Même quand tu travailles dans la mode, même moi qui ai fait les arts décoratifs de Paris, et j'avais pas de taf après au fait. Même si c'est l'école la plus demandée de France. Ouais. Genre c'est fou de dire ça quand même. Genre toi par exemple t'es ingénieur, je sais pas c'est quoi les écoles d'ingénieurs, j'y connais rien. Ou comme les écoles de commerce, là je pourrais dire HEC. Parce que, je sais pas, c'est la seule que je connais. Voilà. Et genre les gens qui sortent de HEC, ils ont un taf, tu vois, quand ils sortent de leur école. Et nous, même si on sort de grande école, c'est-à-dire Beaux-Arts de Paris, Arts décoratifs de Paris, on n'a pas de taf en fait quand on sort de l'école. Oui, non. Et du coup, c'est une catastrophe parce que on est tous. On se retrouve tous à faire autre chose que notre boulot qu'on devait faire de base parce qu'il n'y a pas de place pour nous, on ne nous attend pas. Il faut trouver des solutions. Donc aujourd'hui, mon taf c'est enseignante d'art appliqué, mais en vrai, moi je suis formée à être designer de mode. Et artiste. J'ai fait 7 ans d'études, j'ai fait la Ville Arson, les arts décoratifs de Paris. Ça me fait du mal de me dire qu'aujourd'hui je peux pas faire ça et je veux dire tous les mois gagner mon argent grâce à ça. Mais en même temps, je me suis habituée à l'idée que faut une vie stable et que je suis obligée d'être professeur, tu vois. Oui. Mais de base, moi j'ai jamais fait d'études pour être professeur. C'est juste parce qu'aujourd'hui, la stabilité, on est obligé. Et je le vois même avec mes amis, la plupart ont décidé de prendre des voies comme ça. J'en ai une qui a ouvert une entreprise, alors qu'elle est artiste d'art contemporain, ça n'a rien à voir. Mais elle a ouvert une entreprise de tufting, donc de tapis, parce que, en fait, la thune ne rentrait pas, tu vois.
Et elle fait des castings pour des films parce que la thune ne rentrait pas. Mon autre amie, pareil, elle est professeure pour les maternelles. Et elle est céramiste à côté. C'est compliqué, la Ouais. stabilité dans les milieux de l'art et même pour tous les gens qui voudraient se lancer ensuite dans des études d'art. Je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui on nous attend plus. On est trop. Je sais pas si on vous a attendu un moment. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense dans les années 80-90, il y avait du taf. Il y avait des choses à faire, tu vois, il y avait encore tout à refaire. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que. Après, moi, je suis pas du tout ça. Moi, je mets des idées. Mais j'ai l'impression que oui, il y avait des choses à faire, mais c'était aussi. Je pense qu'il y avait aussi une reproduction sociale. Enfin, c'était peut-être pas ouvert à beaucoup plus de gens, on va dire, entre guillemets. Ouais, là on est trop. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'était la quatrième fille d'une famille super riche qui est en mode, Ouais. bon, elle est un peu fifole, elle va Ouais. faire une école d'art et après elle va vendre Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que. Moi, c'est ma théorie du complot. Je pense qu'il y a un truc hyper élitiste fait par 4 personnes qui sont hyper riches, mais c'est financé par leurs parents. Mais du coup, t'es en mode, ah, regarde, elle fait des peintures, mais elle vide sa peinture et tout. Mais en fait, quand toi, quand ils ouvrent la possibilité à ce que toi tu puisses venir, Ouais. bah en fait ils sont en mode ah bah non, en fait moi l'argent il ira pas vers toi, il ira vers quelqu'un d'autre et ça restera dans mon sac. Enfin, moi je peux comparer ça que à moi ce que je connais, mais moi je sais que moi j'ai fait une école d'ingénierie. Euh, oui, il y en a beaucoup. En général, tu galères pas énormément à trouver un travail. Enfin, moi la filière qui était le plus entre guillemets le slogan c'était pas de travail. Ils mettaient 6 à 9 mois à trouver un travail, ce qui n'est pas non plus. Enfin, Oui, ça va. tu peux te. Enfin, Mais pas t'es 2 sûr ans. de trouver quoi. Hein. Ils mettent pas 2 ans, ça va. Ils mettent pas 2 ans. Et en fait, quand je commence à travailler, t'es en mode ah, tu sais, on a fait toutes les écoles, on commence à postuler et tout. Et tu te rends compte que même niveau type de travail que tu vas faire, c'est pas du tout la même chose selon l'école que tu fais. Ouais, mais et je pense que c'est dans tous les milieux. Ouais. C'est juste, il y en a où il y a un peu plus de place. Oui. Et où le travail, il n'est pas dévalorisé à cause de... En fait, après le Covid, je trouve qu'il y a eu une explosion de créativité qui est trop bien. Moi, je suis pas du tout en mode gatekeeping, genre on garde les trucs d'art entre nous, les gens du monde de l'art, genre pas du tout. Hein. Mais c'est plus ce qui me fait un peu peur et aussi qui me pose toujours des questions sur est-ce que j'ai envie de continuer et tout dans la mode. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui apprennent à coudre, tu vois, et qui proposent plein de choses, mais c'est comme pas fait dans les règles un peu, tu vois. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si tout était facile. Oui. Et aussi, bah, je le vois aussi là, en tant que prof, je le vois avec mes élèves, où tout en fait est facile. C'est-à-dire ils vont jamais aller chercher la source du truc. Parce que comme c'est une génération qui a tout eu grâce à Internet, ils tapaient un truc sur Internet et ils ont direct la réponse, ils vont plus chercher la source de d'où ça vient. Et aujourd'hui, que ça soit sur... ouais, moi je dis plutôt les réseaux parce que bon, mes élèves sont beaucoup sur les réseaux, c'est pour ça, et que je regarde beaucoup pour apprendre aussi à les connaître et à savoir ce qu'ils aiment, etc. Je me rends compte que bah, même dans la couture, dans le monde de la mode et tout le monde met son grain de sel. Mais même les gens qui n'ont aucune culture mode, qui ne savent même pas ce qu'ils racontent, mais pas pareil pour les mangas, pareil pour tout d'ailleurs. Tout le monde met son grain de sel et donne son avis et fait des trucs créatifs qui sont plus ou moins bien faits et qui le montrent comme des grandes œuvres. Et en fait, il n'y a plus du tout la volonté d'avoir une valeur, une vraie valeur d'un savoir-faire en fait. Oui, oui. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve, même en France, parce qu'en France, il y a des savoir-faire incroyables, notamment dans le milieu de la mode, on a des savoir-faire de ouf, notamment tout ce qui est broderie, plumasserie, travail du cuir, etc. Et aujourd'hui, ça sert plus à rien, en fait, d'avoir fait une école. C'est plus valorisé le fait d'avoir fait une école prestigieuse. On s'en fout. Oui. Ce qui compte, c'est que tu saches faire les trucs de manière gratuite et rapide, et que tu saches les exécuter, que tu aies les minimums de techniques pour les exécuter, mais il n'y a plus besoin, tu vois, d'avoir un certain savoir-faire pour le faire. Et ça me désole, moi. Ça me désole, et des fois, ça me donne envie d'abandonner ma marque aussi, parce que je me dis, en fait, tout le travail qu'il y a derrière, de couture, de technique et tout, en fait, quand je vends un truc, et les gens ne sont pas au courant de tout ça. Donc ils peuvent discuter le prix, tu vois.
où ils peuvent me demander mais comment t'as fait ça, tu l'as fait faire par quelqu'un, et en fait c'est moi qui fais tout. Et des fois c'est fatigant et c'est même parfois tu te dis est-ce que je fais vraiment ça pour quelque chose, est-ce que je devrais continuer. Mais bon, si tout le monde se disait ça, il n'y aurait plus d'artistes, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est une vraie réflexion que j'ai et tout. Et je sais qu'on est beaucoup de mon milieu et tout à se poser ces questions-là. De est-ce que ce qu'on fait, ça a de la valeur? Parce que visiblement, nous, on a fait toutes ces études, on a mis autant d'argent dans nos études. Parce que là aujourd'hui, certes, avant, c'était peut-être un milieu assez élitiste. Mais moi, je fais des études depuis 2015. Enfin là, j'ai fini, bien sûr, mais j'ai commencé en 2015 à peu près, les études d'art. Et il n'y avait pas forcément des gens, tu vois, de bonne famille dans mes classes. Il y en avait, hein, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Mais je dirais que 80%, on était des gens il y avait des gens de province, déjà, il y a beaucoup de personnes de province. Il y avait beaucoup de gens comme moi racisés. Et je pense qu'il y avait beaucoup de fils et filles d'immigrés aussi. Et beaucoup de gens qui étaient sous la bourse, tu vois. Et on se battait tous juste pour au moins atteindre nos propres objectifs. On se battait pas pour être dans une élite, mais plus pour atteindre nos objectifs. Et en fait, ça nous a fait un peu redescendre de notre étage quand on a vu que dans la vie réelle, parce que là on était dans les études, mais dans la vie réelle, tu vois, on n'avait pas forcément de taf. Et surtout qu'en fait, ça avait plus trop de valeur, ce qu'on faisait. Donc ouais, ça c'est des vraies réflexions que j'ai par rapport à la mode. Et je me dis... Puis en plus aujourd'hui, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire des vêtements? C'est aussi des vraies réflexions, tu vois. Des vêtements faits par une personne qui travaille, voilà. Des matières, qui est là, qui fait son truc, c'est très différent que des vêtements achetés dans esclavagistes, etc. Mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui l'upcycling c'est pas mieux aussi? Parce que moi je fais tout en partant de zéro, mais il y a plein de gens qui proposent des trucs en upcycling et c'est très intéressant aussi. C'est juste des réflexions, hein. Je me dis pas moi je suis une merde et c'est pas bien ce que je fais, hein. Mais plus c'est des vrais questionnements sur le vêtement. À quoi ça sert le vêtement? Pourquoi on le fait? C'est normal que je me pose ces questions vu que je vois bien que dans la mode on nous attend plus, donc moi je me demande où on m'attend. Ou est-ce qu'il y a une place pour quelqu'un qui fait de la mode? Je pense qu'aujourd'hui tu fais ta place. Et moi je comprends tout à fait tous tes questionnements sur ta marque parce que moi j'ai jamais fait autre chose que cette podcast qui est moi qui fais tout. Mais ça m'énerve parfois quand tu vois des gens qui ont leur propre petit business, qui font leur truc de A à Z, qui se posent autant de questions alors qu'il y a des personnes terribles qui font n'importe quoi, qui sont en mode mais bien sûr que j'ai raison. Et t'es en mode si tu veux fermer ta gueule et que l'autre personne ait un peu de ça, enfin tu vois, je pense que c'est bien de se poser des questions, mais faut pas non plus, tu as ta place parce que t'as créé ta place et t'as créé une, enfin t'as créé ta marque, tu fais quand même quelque chose, tu fais quelque chose d'actif, oui bien sûr, quelque chose qui te plaît, c'est ta place. Enfin je pense que là moi je parle en tant que on est toutes les deux des femmes comme je dis pour rigoler mais des femmes bronzées tu vois. La réalité c'est que y a pas de place, enfin t'as ta place nulle part au final parce que c'est très étrange. Après je sais pas ta relation par rapport à ta culture et tout, mais moi je sais que là je me suis coupé les cheveux courts, j'avais les cheveux courts avant, là déjà ça va être je suis tatouée, je suis pas forcément dans un moule et t'es en mode là ça rentre pas parce que je suis une femme bronzée, là ça rentre pas parce que je suis une petite meuf qui court partout et qui est tatouée et qui ouvre sa gueule. Où est-ce que je vais me trouver, enfin au milieu tu vois. Ouais. Mais la réalité c'est que t'existes et vu que t'existes y a une place parce que tu la remplis, parce que t'es là. Bien sûr, mais bon après c'est normal que je me pose ces questions, hein, mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est important. Moi je dis femme racisée. Voilà, moi je suis une femme racisée, j'ai pas honte de le dire, je le dis à mes élèves, je le dis à tout le monde, je m'en fiche. Je dis dans mon travail d'artiste, c'est important de le dire. Et c'est plus. J'avais plus de mal quand j'étais plus jeune, tu vois, à me demander où était ma place par rapport à ma culture, si c'était ta question d'avant. C'est pour ça que j'essayais d'y répondre en même temps, mais c'était ta question d'avant, donc j'essayais d'y répondre. Mais c'était plus quand j'étais plus jeune, par rapport à mes goûts et mes inspirations, parce que du coup, ma marque, je sais pas trop expliquer, mais Mascaratio, c'est une marque autour de la mode japonaise, notamment le Lolita, et c'est comment incorporer des artefacts du Lolita et de la culture japonaise dans un vestiaire de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, donc que ce soit les tabliers, les mitaines, des collants un peu colorés, un peu fun et tout.
C'est vraiment essayer d'apporter une petite touche un peu coquette, on va dire, aux outfits de tous les jours. Et ça, j'aurais pas pensé quand j'étais plus jeune que j'aurais pu le faire aujourd'hui. Parce que déjà, en étant une femme racisée arabe, en ayant moi, quand j'étais même plus jeune, quand j'avais 10 11 ans, en aimant les mangas, en aimant les cultures asiatiques, parce que j'aimais aussi la Corée du Sud, j'aimais le Japon, etc. J'aurais pas pensé que j'étais capable après de faire ça plus tard. Moi, je me serais dit, on m'aurait jugé ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Et même d'ailleurs, j'avais pas honte de le dire, moi, quand j'étais plus jeune. Mais bon, à l'époque, c'était les années 2012. Voilà quoi, parce que moi, je suis plus toute jeune. Mais à cette époque, on nous disait qu'on était des weebs, qu'on était des otaku, Ah oui. dès qu'on aimait un truc un peu différent. Oui, je trouve que c'est... Tu vois. oui. Mais là, je suis trop contente qu'aujourd'hui, je vois des élèves et tout qui peuvent s'habiller comme ça. Et même, comme je dis, que je passe beaucoup de temps là sur TikTok à regarder des filles qui s'habillent comme ça. Et je me dis, c'est parce que je cherche aussi un public, des clientes, etc. Donc, je regarde, quoi. Je m'informe. Et je trouve ça trop bien de pouvoir aujourd'hui en être arrivé là. Parce qu'à l'époque, jamais j'aurais pu me dire que j'aurais pu m'habiller comme ça. Même si j'étais déjà très dans la mode, etc., je m'habillais un petit peu différemment des autres. Et j'étais pas l'arabe de base des années 2010. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est plus que dans les années 2010, je suis désolée, mais une fille arabe, tu la voyais pas s'habiller en Lolita. Je suis désolée. Moi, j'habite en banlieue parisienne, j'en ai jamais vu. J'étais l'une des seules de mon collège qui s'habillait un peu différemment avec des Doc Martens. C'est le jour où j'ai ramené Doc Martens, my god, personne n'a compris. Moi j'étais en mode c'est la référence à Nana Ozaki, personne ne comprend, mais c'est pas grave. Bon, t'inquiète. Voilà, mais j'étais trop contente, tu vois. Mais à l'époque c'était pas du tout commun et aujourd'hui c'est hyper commun. Tout le monde aime le Japon, la Corée, c'est vraiment dans la vague depuis le Covid. C'est devenu un truc que tout le monde adore. Depuis la K-pop. Depuis la K-pop, mais bon, c'est pareil, la K-pop, moi je suis d'une très ancienne génération de K-pop. J'en écoute plus depuis des lustres, tu vois, parce que c'est pas ma génération, maintenant c'est plus ma génération. Mais à l'époque c'était un truc, tout le monde se moquait, quoi, tu vois. Mais de toute façon, tu parles de... À l'époque, je pouvais pas m'imaginer à m'habiller mettre des choses comme ça. Meuf, à l'époque, t'avais pas où acheter des trucs comme ça. Fallait les faire. Fallait les faire. Ouais. Et tu te vois, c'est quand même une étape au-dessus de motivation. Oui, bien Ou sûr. alors, fallait attendre toi qu'il l'ait fait. Ouais, c'est vrai, tu pouvais pas acheter des trucs comme ça sur AliExpress. J'encourage pas l'achat sur AliExpress, mais bon, ça sert à certaines personnes qui n'ont pas d'argent, je comprends aussi. Mais à l'époque, tu pouvais pas faire ça, tu pouvais pas t'habiller. En fait, tu passais tout ton temps à rêver de comment t'allais t'habiller. Ah, mais tu sais que t'as parlé des Doc Martens, moi c'était mon rêve. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas encore acheté de Doc Martens parce que je sais pas pourquoi, mais moi j'étais juste en mode des petites Doc Martens, je trouve ça très beau. Ouais, ou des creepers, moi je me rappelle, c'était vraiment mon rêve. Puis mes parents, ils ont toujours eu l'habitude de mon côté arty, donc ils ont jamais été à me dire non, juste le vernis noir, ils trouvaient ça bizarre. Parce que je sais pas pourquoi, je pense qu'ils associaient ça à une sorte de sorcellerie alors que voilà, ça n'a rien à voir, mais bon. C'est pas grave, ça c'était vraiment un détail. Mais sinon, le reste, ils ont eu l'habitude très vite. Ils étaient en mode Célia, de toute façon, elle a toujours été comme ça. C'était pas bizarre en fait. Ouais. Moi j'ai toujours été comme ça. C'était vraiment, depuis que je suis toute petite, c'est ma passion. C'est ma passion, je vis de ça. Toute ma vie, j'étais dans ma chambre en train de lire des bouquins, en train de regarder des trucs sur internet, de Lolita, des trucs du Japon. Tu as regardé Michel Fan? Oui, mais à l'époque, mais il y a très très longtemps. Bah mais c'était pas une de mes principales influences. Hein. C'est qui tes influences? Quand j'étais plus jeune? Ouais. Alors, moi j'aimais les mangas. C'était ma première influence. Je lisais Gokinjo, Monogatari, je lisais tous les Magical Girls qui pouvaient me passer entre les mains, Chocolat et Vanilla. Et surtout, je lisais beaucoup de magazines. J'adorais les magazines. Donc, tout ce qui est magazine japonais. Voilà, ça j'adorais, c'était ma passion. Et tout ce qui est fantasy. J'adorais le fantasy, j'adorais le cinéma. C'est quoi le look que t'aurais volé d'un manga ou d'une série de l'époque? Si tu pouvais prendre la tenue comme ça. Ah, c'est dur. Bon, c'était pas un look précis. Moi, moi j'étais fan des Fruits Mag, comme beaucoup de filles
de mon âge qui aiment le Japon. C'est un magazine des années 90 qui est un magazine d'archives de personnes qu'on prenait en photo dans les rues du Japon et notamment de Tokyo, principalement Takeshita Street, là où il y a Shibuya 109, etc. Tous les magasins de mode, la forêt, etc. Et moi, je voulais m'habiller comme ça, quoi. Je voulais m'habiller comme les filles de la rue, quoi, comme les filles de la vie de tous les jours. Tu y es allée au Japon Ouais. Oui, j'habitais en Corée du Sud pendant 6 mois, en 2019-2020. Et après, je suis allée au Japon 2 fois. C'était cool. Est-ce que ça a vécu... Est-ce que t'es arrivée, tu t'es dit waouh, c'est ce que je m'attendais, ou est-ce que c'était plus, ou est-ce que tu étais déçue? Non, je n'étais pas déçue, je m'y attendais que... On n'est pas des années 90, quoi. 20 ans se sont passés, j'allais pas voir des filles habillées comme dans les magazines que je lisais et que j'aime bien. Non, non. Non, j'étais déçue plus du côté... Mais en fait, maintenant, le Japon, ils sont très inspirés par la Corée, les jeunes et tout. Du coup, il y avait beaucoup de trucs de Corée au Japon. Et moi, j'étais un peu en mode, genre, mais moi, je veux pas voir ça, quoi. Enfin, c'était juste pas ce que j'attendais principalement à ce moment-là. Après, dans la mode, j'ai trouvé des trucs incroyables, donc j'étais trop contente. Mais juste dans ces rues-là de l'époque qui étaient super connues pour la mode underground et pour ses looks, les looks qu'on s'imagine du Japon, quand on pense au Japon, on s'imagine les looks de Lolita, etc. Et bah, ça existe plus, quoi. Maintenant, les gens, ils sont habillés normal. Donc, ouais, ça, j'étais un peu déçue, mais pas... Non, j'étais contente d'être au Japon, comme tout le monde. C'est quoi le truc que t'avais dont tu te souviens? Ton expérience préférée Du Japon? Ouais. Ou de la Corée? Ton expérience Asie? Mon expérience préférée... Bah, après, j'en ai beaucoup, pardon. J'en ai beaucoup, quand même, en Corée. Parce que la Corée, c'est trop mon pays d'accueil, tu vois. Je sais pas comment dire. J'ai tous mes amis là-bas. C'était trop bien. Genre, j'adore la mentalité coréenne. Enfin, quand t'es un peu intéressé par le pays, ils sont trop cool, tu vois. On s'amuse trop, les soirées sont trop cool. Je sais pas, c'était trop bien. Puis en plus, j'étais dans une école de mode, j'ai travaillé là-bas aussi dans un showroom de sacs. Et je faisais aussi pas mal de travail de cuir et tout. Donc, j'ai une expérience genre à 360 de la vie là-bas, tu vois. Ouais. Donc, c'était que des bonnes expériences. J'ai pas un moment de ouf là-bas. Mais par contre, au Japon, j'ai une journée, c'est genre vraiment, quand on me dit c'est quoi la meilleure journée de ta vie, tu vois, je suis en mode ça c'était la meilleure journée de ma vie. Et pourtant cette journée, je l'ai même pas passée avec mon fiancé, tu vois. Pas du tout, je l'ai passée toute seule. Parce que je suis allée au Japon toute seule une deuxième fois. Rejoindre une amie qui était là-bas. Et cette amie, en fait, elle était en cours la journée. Et elle m'a dit, ouais Célia, je peux pas rester avec toi, tu vois. Tu dois te débrouiller, genre fais ta vie, tu vois. Et je me suis dit, putain, je suis toute seule, je sais pas trop quoi faire. Bon, bah, je vais marcher, je vais me faire une journée où juste je marche et je vois ce que je découvre. Et moi, je connaissais pas du tout Kyoto, j'étais jamais allée, enfin, j'avais pas forcément regardé 1000 trucs avant, j'avoue. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé, mais là, je sais pas, j'étais en mode, bon, je suis toute seule, donc je suis un peu perdue. Et au final, j'ai passé la meilleure journée de ma vie, mais de ma vie entière. Genre, le matin, je me suis levée, je me suis baladée près de chez elle, et en fait, à côté de chez elle, c'est près du chemin des philosophes, si certaines connaissent. Et le chemin des philosophes, c'est juste comme un peu des ponts, tu vois, dans Kyoto. Et à côté des ponts, il y a la ville, et de l'autre côté, il y a des temples. Et je suis marchée, et là, il y avait que des temples, puis il y avait personne, quoi. Genre, juste, j'étais dans la nature, et je me disais, c'est pas possible, genre, je suis en train de vivre un rêve. Genre, c'est ça que j'avais, quand j'étais plus jeune, c'est ça que j'aurais rêvé du Japon. C'est pas Tokyo, c'est pas... Et pourtant, moi qui aime autant la mode, c'est pas la mode et tout, c'est ça, genre, juste me balader dans la rue, et genre, je suis toute seule, et là, je suis vraiment au Japon. Genre, là, c'est un truc de ouf, ce que je suis en train de vivre. Genre, j'avais envie de pleurer, parce que c'est vraiment comme dans mes rêves. Tu vois, genre, je marchais, genre, en plus, c'était l'hiver, donc il y avait juste les feuilles qui tombaient, puis il y avait juste des temples, et il y avait personne, il y avait que moi. Et après, j'ai marché longtemps, je suis arrivée dans la ville, et là, je suis tombée comme ça, par inadvertance, va savoir comment, sur le musée international du manga. Et je suis en mode, mais c'est quoi cette journée? Et en fait, je suis allée au musée, c'était trop bien, j'ai regardé les expos qu'il y avait, et il y avait la main moulée de Moyoko Hano. Et Moyoko Hano, c'est l'auteur de Chocolat et Vanilla.
C'est mon auteur préféré, tu vois. Ils ont moulé la main. Ils ont moulé sa main. Et genre, moi, j'allais pleurer, quoi. Il y avait la main de mon auteur préféré avec son stylo, quoi. Avec les dessins derrière. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Genre, c'est quoi cette journée? Ouais. Et après, je fais ça, je lis des mangas pendant 2 heures parce qu'il y a un endroit où tu peux lire des mangas. Il y a des mangas en anglais aussi, donc j'avais pris ça en anglais. Et je me suis assise, je les ai lus et tout. J'étais en mode, mais waouh! Et je sors après de ça. Et mon amie m'appelle et tout. Elle me dit, viens, à mon école, était à Kyoto University of Arts. Et je suis allée du coup à son université. Et après, elle me fait, vas-y, on va aller dans un izakaya. On va passer une petite soirée avec d'autres amis japonais. Moi, je parle pas japonais, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je serai là. Au pire, je essaierai de comprendre quelques mots, tu vois. Et en fait, c'était genre vraiment une des meilleures soirées de ma vie. Je vais pas trop parler, mais juste l'endroit était ouf. Ça n'avait rien à voir avec le reste de la ville. Et en plus de ça, après, on est rentré en vélo. Et là, alors là, j'ai cru que j'étais dans un Ghibli. Genre vraiment, genre, c'était incroyable. Il n'y avait pas de bruit, et c'était la nuit, il n'y avait genre aucun bruit dans la rue, juste le bruit du vent, tu vois. Et j'étais derrière elle parce qu'elle avait son vélo, et moi j'étais assise derrière elle, tu vois, tu sais, sur le petit truc. Oui, oui. Vraiment comme dans les mangas, c'était n'importe quoi. Genre comme dans Si tu tends l'oreille, je sais pas si tu connais. C'est un film de Ghibli que j'adore, qui est vraiment magnifique. Et j'étais assise derrière elle et il n'y avait rien, genre juste. Et on parlait et elle me disait, tu vois, ça, ma vie ici, c'est pour ça que je ne veux jamais partir. Et je disais, putain, c'est vrai que là, c'est chaud ce que tu m'as fait vivre aujourd'hui. Pourtant, on n'était même pas ensemble, quoi. Ouais. Et je dis, c'est vraiment, tu sais, la meilleure soirée de toute ma vie. Genre, j'ai jamais fait ça de ma vie cette journée. Parce que c'était que des moments imprévus. Et pourtant, c'était trop beau et trop bien. Et c'était grave simple en plus. Genre, je veux dire, j'ai rien fait de ouf, hein, en vrai. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai vu personne, j'ai rencontré des gens, mais bon, j'aurais pas trop parlé. Donc, c'était une journée seule. Mais c'est peut-être ça le plus beau au Japon, c'est que vraiment, t'as l'impression, des fois, dans des moments de solitude extrême, que t'es vraiment face à plein de trucs nostalgiques, alors que c'est même pas ton pays, tu vois. Ouais. Et moi, c'est pas vraiment pas du tout mon pays, je veux dire, j'ai rien à voir avec les Japonais. C'est pas comme la Corée où c'est différent, j'ai habité là-bas, donc j'ai un autre lien avec la Corée. Et là, c'est ouf. Donc je dirais que c'est ça, tu vois, du Japon. Mais c'est différent du coup de la Corée, le rapport que j'ai avec le Japon. Oui, oui, je vois. C'est vraiment différent, c'est un rapport plus émotionnel avec le Japon, mais j'y habiterai pas, tu vois, j'ai pas forcément envie d'y habiter. Oui. Parce que c'est dur de s'intégrer à la vie là-bas. Ouais. C'est vraiment dur de s'intégrer. En plus, moi, je parle pas japonais, quoi. C'est pas mon pays. Je me revendique pas du tout comme ça. Donc, voilà. Mais non, c'est un voyage à faire. Je sais pas si tes auditeurs, ils aiment le Japon, mais c'est un voyage à faire. Hein. Je ne sais pas. Mettez en commentaire si voilà. vous aimez le Japon. Mais ouais, en tout cas, c'était une grande inspiration pour moi. Mais c'était déjà une inspiration déjà depuis 15 ans, quoi. Oui. C'était pas depuis ce voyage, c'était vraiment depuis 15 ans, puis là ça a juste concrétisé. Et après, pendant mon voyage au Japon, et même en Corée du Sud, quand j'y habitais, j'étais en colocation avec un ami qui, lui, était aussi artiste et dans la mode et qui est français aussi. Et en fait, lui, il était totalement à l'aise avec son style. Il était grave... Enfin, moi, j'ai toujours été à l'aise avec mon style, mais pas comme ça, pas à l'extrême comme après. J'étais de plus en plus... on va dire, à ne pas avoir honte de ce que j'aimais. Et lui, en fait, il avait honte de rien. C'est-à-dire, il sortait totalement maquillé, habillé de manière hyper excentrique. Moi, j'étais déjà comme ça, mais pas autant que maintenant. Et en fait, ça m'a grave libérée. Parce qu'en fait, personne ne me connaissait. Et personne ne savait aussi que j'étais une fille racisée. Il n'y a pas ce rapport. Non. Il y a juste ce rapport que t'es étranger. Oui, voilà. Puis ils me demandaient ce que j'étais, j'allais pas leur expliquer par A plus B, mon historique, et puis qui je suis. Non, moi je disais, moi je disais je suis française, puis c'est tout quoi. Je suis française, j'expliquais pas plus que ça. Et en fait, c'était ouf parce que en Asie, c'est le seul endroit où je me sens vraiment française, où personne me pose des questions, et où j'ai pu vraiment être moi-même à 100%. C'est-à-dire vraiment m'habiller en mode... je mettais plein de couleurs, puis je me maquillais comme une voiture volée, mais tout le monde s'en fout, quoi. Parce que juste, je suis une étrangère. C'est le privilège de vivre en tant qu'étranger aussi en Asie, ou dans d'autres pays, je suppose. Mais en Asie principalement, parce que personne te calcule, quoi. Oui, oui. Donc,
Ça, c'était trop bien. Donc c'est comme ça que plus je me suis dit, bon, bah là, vraiment, je vais pousser à fond mon style et ce que j'aime. Et je vais pas me restreindre parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi ou que c'est pas un truc assez bien pour le monde de l'art, parce qu'il y avait ce truc là aussi dans les années 2015-2016. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis je sais pas le nombre d'années, mais c'est vraiment pour faire une temporalité. Genre en 2016-2015, je suis désolée, mais quand tu disais que t'aimais les mangas dans une école d'art, tout le monde te disait que c'était nul en fait, et que genre juste ça avait pas de légitimité dans le monde de l'art, et que enfin tu pouvais pas produire un projet et dire que ton inspiration c'était un manga, c'était genre impossible. Tu disais ça, tes profs ils te disaient que vraiment faut choisir un artiste hyper reconnu, pour ne citer qu'un, Christian Boltanski, Jeff Koons, peu importe, mais enfin voilà quoi. Et il fallait Sophie Calle, il fallait citer des grands noms, mais tu peux pas citer Ayazawa, c'est pas possible. Maintenant tu peux le faire, mais à l'époque tu pouvais pas. Donc moi je m'étais grave restreint, tu vois, tous ces trucs que j'aimais depuis longtemps, j'avais mis en moi, j'avais enfoui, mais j'avais pas je pouvais pas produire des vêtements qui étaient en lien avec ça, je pouvais pas faire des pièces d'art qui étaient en lien avec ça. Je devais trouver des trucs, voilà, mode, c'était faire des trucs sur son identité, faire des trucs sur qui tu es, ce que tu représentes. Voilà, c'était ça. Est-ce que c'est code pour faire des tagines Non, pas forcément, parce que voilà, ils étaient aussi extrêmement racistes. Hein, Oui, parce qu'on va pas se mentir, oui. dans les écoles d'art, il y a beaucoup de gens racistes aussi, donc pas forcément, mais plus tu devais faire des trucs sur qui tu es. Mais qui tu es, qui est quand même très restreint à une idée de qui Ouais. tu devrais être. Ouais, C'était ouais, plus, aussi. je crée un truc dans ta tête et après viens me le raconter. Voilà, et je c'est te ça. dirai bravo. Voilà, c'est ça. Ou je te dirais que c'est de la merde aussi. Ou je te dirais que c'est de la merde. 90% du temps, c'est Et ça. repense à un truc meilleur. Voilà, et genre tu fais le lien avec un artiste hyper connu qui a déjà travaillé sur ça. Donc tu pouvais pas faire un projet sur des inspirations que t'as du Japon, des trucs que t'as de ton enfance et tout. Pour ça que je dis que il y a Ouais. que en Corée du Sud où j'avais ce fameux ami qui lui était totalement loin de tout ça, et je me suis dit bon bah vas-y, moi aussi je peux pourquoi pas aller chercher dans des inspirations de mon enfance et tout pour créer des projets qui m'intéressent et qui sont en lien. Donc il n'y a que à partir de cette période-là, 2019, que vraiment là j'ai exploré à fond ces parties-là, on va dire, de mes inspirations que j'avais enfouies et que je pouvais pas faire avant à cause de ce truc élitiste d'école d'art. Hein. Bien évidemment. Sur cette note très triste, on va faire une petite pause. Et donc, vu que tu avais dit que c'était quand même un podcast tatouage, est-ce que tu veux parler de tes tatouages ? Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, comme par hasard, j'ai mis un truc méga long pour te montrer. Mais c'est l'hiver là, je te pardonne. Mais comment je peux te montrer Après, tu peux juste en parler. Ouais, parce qu'en plus, je peux vraiment pas te montrer parce que j'ai même mis un collant. Donc c'est super. Non, bah, le tatouage, j'ai toujours aimé depuis que je suis très jeune. Et d'ailleurs, mon rêve, c'était d'être tatoueuse quand j'étais plus jeune. Vraiment, je rêvais de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être un truc avec le fait de piquer la peau des gens. Peut-être je préfère piquer du tissu. Bien que j'ai déjà dessiné des flashs en plus. Genre pas mal de flashs et tout. Que j'ai plein d'idées. Mais je sais pas, j'ai jamais passé le cap. Non, le tatou, j'ai commencé assez tôt quand même. Je dirais à mes 18 ans, un truc comme ça. Ok. Et c'était toujours des potes qui m'ont tatoué. Genre vraiment toujours. Le premier, c'était quelqu'un de mon école, donc de la Villa Arson, qui m'avait tatoué rapidement, juste pour voir ce que ça faisait. Voilà, c'était 2 petits yeux qui sont fermés. Et c'était une bonne expérience. C'est juste que comme c'était lors d'une soirée, bah moi c'était un peu la première expérience de tatouage, pas la meilleure expérience. Et c'est un petit truc quoi. Ouais. Pour tester la douleur. et après là ça a commencé à être vraiment que des amis. Donc il y en a un que j'ai sur le bras, c'est en référence à mon héritage culturel. Il y a écrit mon prénom du coup en arabe. Et il y a aussi comme sorte de aîné qui monte un peu derrière le bras. Et ça, c'est 21 x 29,7 qu'il a fait. Et si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir son travail, il est très connu maintenant. Et lui, en fait, il tatoue maintenant que des rappeurs.
Oui, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais enfin, il est trop doué, puis il dessine tellement merveilleusement bien. Et ce que je lui ai demandé de me faire n'est pas du tout dans son style. Donc il fait pas du tout ça. Ah, parce que moi, j'imaginais des rappeurs Alors, avec du pas du ailé, tout, pas du tout. Il fait vraiment des trucs assez réalistes avec des portraits de rappeurs, par exemple, enfin, portrait de Drake. Et aussi des trucs un peu gothiques, genre des chiffres un peu Ouais. gothiques. Enfin, j'ai pas envie de résumer son travail comme ça, donc je vous conseille d'aller voir parce que je sais pas comment résumer, mais c'est très gothique ce qu'il fait, comme je trouve. Mm. Et c'est que du stylo bille, c'est que du dessin au stylo bille qui après il applique en mode tatouage. Ça, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'il fait. Mais bon, moi, du coup, il m'a fait un truc qui n'a rien à voir parce que c'était un projet que moi, je lui ai demandé, un truc vraiment précis. Mais voilà, lui, il est trop doué, puis il est super connu maintenant. Donc, il a même son salon de tatou. Enfin, voilà, il embauche des gens. Enfin, c'est vraiment... c'est son métier, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, il est artiste. Il faisait de la peinture. Voilà. Et après, j'ai été voir Yura Tattoo. Je crois que j'étais voir Yura Tattoo après, qui est une artiste coréenne, qui aujourd'hui, là, je sais plus si elle a encore son salon, mais à l'époque, elle l'avait pas, elle tatouait chez Velvet Moon. Le Velvet Moon, qui est un endroit assez cool, un peu ouvert, on va dire, à tout type de genre d'art. À l'époque, il y avait des ongles, ça faisait aussi bar, salon de tatou, etc. à Montreuil. Elle, Yura Tattoo, elle est coréenne et elle tatouait là-bas. Elle était en guest là-bas. Et elle a un salon aujourd'hui, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a pas mal d'artistes coréens dans son salon. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais elle fait du travail assez graphique, genre plutôt de la ligne. Et des fois des sortes un peu de pixels, ce genre de choses. Donc moi j'ai des étoiles. Et j'ai beaucoup d'étoiles sur moi. En vérité, je pense qu'il n'y a pas trop de signification. Mais le prénom de mon fiancé, ça veut dire étoile en khmer. Ça veut dire étoile filante en khmer. Donc je pense qu'il y a un peu des liens sans que je le veuille. C'est très mignon comme C'est très mignon en vrai. Toi, Mais j'ai jamais fait vraiment dûment. Enfin, je veux dire, je me suis pas dit je vais faire ça parce que je pensais à lui. Mais je me dis c'est un peu un lien en vrai. Ça c'est beau. T'es le type de personne qui cherche une signification après que Ouais, tu te fasses je pense. tatouer. Je pense. Et voilà. Et après, j'ai demandé à mon amie, alors son nom, comment elle s'appelle, son artiste, c'est Lachinga. Mais son vrai prénom d'artiste, enfin son vrai prénom, c'est Lauren Chen. Et je l'adore. Et c'est une trop bonne artiste tatoueuse. Enfin, personne ne fait un travail comme le sien. Voilà, je l'adore. J'adore son travail. Elle a un boulot, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris, et elle a un boulot qui est autour de la nostalgie, de l'adolescence, des peluches aussi, de tout ce qui est innocent, doux, et en même temps un peu creepy et un peu grunge. Tu vois. Tu m'as dit le nom, c'est... Lachinga, elle s'appelle. Okay. Elle est tatou à Lala Kermesse, qui est un trop bon studio de tatouage, si vous connaissez la queer. Et pareil, hyper ouvert. Et les personnes qui sont là-dedans sont vraiment adorables. Il y a beaucoup de personnes trans, beaucoup de personnes non-binaires et beaucoup de femmes surtout. Et ça, c'est trop cool. Genre, ça fait trop plaisir d'aller là-bas. C'est vraiment le meilleur salon de tatou pour moi de Paris, pour les personnes qui ont besoin d'être dans un espace safe. Voilà, donc Laurane est tatouée là-bas. Et elle, donc c'est un univers assez coloré, puis cute, avec des oursons et tout. Donc ça, j'ai beaucoup de pièces d'elle sur moi, sur les jambes. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi un autre ami, Saphir, donc Magical Miracle Baby, je crois qu'il s'appelle. Saphir est un style assez médiéval. Un peu aussi, avant il faisait beaucoup des pierrots, des fées. Et moi, c'est toute ma vie. Enfin, moi, je suis une fée Pierrot, en fait. Mon esthétique, c'est ça. Et donc, du coup, il m'a tatoué un flash à lui. Puis après, il m'a tatoué une grande pièce. Et puis tout le bras. Comme ça. Ok. Voilà, donc c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Enfin, vraiment pareil, je suis trop fan. Et de toute façon, toutes les personnes à qui j'ai recommandé Saphir me disent à chaque fois qu'elles sont trop fans. Et j'ai plein d'amis qui sont allés chez Saphir à cause de moi. Mais c'est bien. Donc je suis trop contente. Et pareil, il tatoue à Lala Kermesse aussi. C'est vraiment trop beau. Je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment magnifique son travail. Voilà. Et après, la dernière personne qui m'a tatoué. Mais bon, toutes ces personnes m'ont tatoué plusieurs fois. Enfin, j'aime bien, retourner voir les mêmes personnes.
Moi j'aime bien que tout est, on va dire, esthétique sur moi. Je déteste, tu sais, les trucs qui sont pas esthétiques. J'aime que mes jambes, par exemple, il y a un thème. Le thème de mes jambes, c'est genre cute. Ça veut dire que tout ce qui est sur mes jambes, c'est coloré, c'est cute, c'est tout va ensemble. Et sur mes bras, tout est un peu végétal, etc. Mais tu sais que tu n'es pas la première personne Ouais. à raconter ça et je vais me permettre de rigoler, mais c'est pas pour me moquer, mais je trouve ça très drôle. À chaque fois, il y a des gens qui viennent et qui ont des thèmes, de la symétrie, des trucs. Et moi, c'est tellement le bordel. Non, mais c'est trop bien que ça soit. Enfin, le bordel, c'est juste sur moi. Moi, comme je suis une personne très organisée dans la vie de tous les jours, j'aime que même sur moi, c'est organisé. Ah ouais, mais moi, je suis pas organisée et j'adore que ça soit le bordel. Bah, c'est peut-être ça aussi. Il y a ce truc de. On est un peu ce qu'on est dans la vie. Et le tatou, ça reflète un peu ce que t'es dans la vie aussi. Enfin, je dis pas que t'es comme ça, je dis juste que c'est. Mais tu sais, il y a aucune. Moi, je suis. Mes tatous, c'est n'importe quoi et ça m'a fait rire. Bah voilà. Mais moi, j'aime bien en fait un peu la spontanéité du truc, tu vois. Ouais, je comprends. Je pense que si je devais les organiser, je tiendrais pas. Je pense que je serais en mode. Après, il peut y avoir une spontanéité dans le freehand. Il y a beaucoup de mes tatous qui sont en freehand. Ah, Ça veut dire que la personne, en gros, elle a. Moi, j'ai une idée, un truc précis que je veux. Puis juste, je lui dis mon idée précise. Mais moi, je fais pas de dessin ou quoi avant, jamais de la vie. Genre, quand je fais confiance à quelqu'un, j'aime son esthétique, donc je laisse tout faire, tu vas chez les mêmes personnes. Oui, je choisis bien. Ouais. Et moi, ce que j'adore, bah, par exemple, avec Laurane, on l'a fait sur ma jambe, mais avec Saphir, on l'a fait sur tout mon bras. Bah, juste, je voulais une fleur précise. Et Saphir a dessiné la fleur sur moi, puis il a continué sur tout le bras et tout. Et c'était trop beau, parce que le moment était trop cool, et même lui, il aime trop faire ça, parce que c'est un plaisir de pouvoir se dire que tu crées une œuvre sur la personne. Ouais. Et pas qu'avant, tu l'as préparé pendant 1000 ans, et tout. Donc ça peut être aussi ça, on va dire, le truc pas organisé de la manière de faire le tatou. Mais en tout cas, moi, j'aime bien que s'il y a un thème précis, là, sur mon corps, et j'aime bien le respecter, quoi. Ouais. Enfin, puis même ça va avec mes outfits, le code couleur il est très précis parce que je mets pas toutes les couleurs. Tu mets pas toutes les couleurs ? Non, pas du tout. C'est quoi les couleurs que tu mets pas ? Je mets pas beaucoup de vert, je mets que du vert anis, mais je me verrai jamais en vert sapin. Je mets du kaki, mais voilà, jamais du vert sapin, j'en mets pas du tout. Le orange j'en mets, mais plutôt du corail. Je mets jamais de jaune, presque jamais. Je mets du beige, je mets du jaune, très peu. Marron j'en mets, maintenant j'en mets un peu plus, mais j'ai du mal encore. J'essaye de casser ça avec... Mais en fait je mets tout le temps les mêmes couleurs. C'est du rose, ouais. Du lilas, du rouge, du vraie noir, Lolita. du blanc. Ouais. Voilà. C'est trop drôle. Et du bleu clair. Je mets tout le temps ça. Tu ne vois pas un jour où je suis pas habillée comme ça. Après c'est bien, moi je trouve une marque ça doit avoir son code couleur. Hein. Ah oui, mais oui, ça pour doit ta avoir marque, son esthétique colorée, et puis même moi... ça me va d'être comme ça. Mais c'est peut-être parce que moi je suis pas du tout sensible à la nonchalance. D'ailleurs, c'est un truc qui m'exaspère au plus haut point. Non mais c'est vrai. T'aimes pas les gens qui ne sont pas très... Ah bah c'est pas du tout un truc qui me plaît, je déteste. Genre par exemple, moi je suis toujours apprêtée. C'est horrible hein. Mais après chacun sa manière d'être. Et c'est juste je suis pas sensible à ça. Ça veut dire quelqu'un qui est nonchalant, ça va pas me toucher. Je sais pas comment dire. Ouais. Moi ça m'attire pas. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant les Lolita et tout, parce que c'est des personnes qui prennent tu vois en fait tout est vraiment calculé. Ouais. Tout est fait, tout est calculé. Moi je suis très comme ça, comme je suis une personne très organisée. Tout est très calculé. C'est-à-dire je vais mettre cette tenue là, je vais associer chacun des vêtements entre eux, etc. Et c'est pas un truc que je fais forcément pour le plaisir. C'est parce que je suis tellement matrixée dans ma tête que il faut que quand je sorte, ça va avec ça. Enfin, après, chacun son truc, mais moi, les films, par exemple, les films américains d'humour, tout l'humour américain, les Simpsons, tous ces trucs-là, ça me touche pas du tout. Je suis insensible à ça, mais au possible. Enfin, mais vraiment, je sais pas, pour moi, il y a aucune émotion qui se dégage et tout, et c'est vraiment un truc d'acting qui me plaît pas. Et pourtant, à côté de ça, bah, j'adore Coppola, par exemple, tu vois. C'est un de mes réalisateurs préférés. J'adore Baz Luhrmann. C'est aussi un réalisateur américain. Et j'adore. Mais il y a une esthétique, il y a un truc autour qui m'intéresse. Moi, j'aime les gens passionnés. En fait, toi, c'est... Dans ma tête, j'avais jamais rencontré quelqu'un de comme ça. Mais là, je l'ai rencontré. Parfois, je vais voir des films et je suis en mode, quand je sors, je suis en mode, c'est très beau, mais il n'y avait pas d'histoire. Qui va regarder ça ?
C'est moi. Toi. Célia, elle est là, elle est contente. Non, elle totalement. 10 Totalement. sur 10. Totalement. Des fois, non, c'est vrai, il y a plein de films où l'histoire elle est un peu nulle et tout, mais j'avoue, je vais aller voir et je vais trouver ça genre juste trop beau. Ouais. Et juste pour l'esthétique du film et la qualité des décors et tout, je vais grave aimer. Mais en vrai, je recommande aux personnes qui aiment la mode et l'art d'aller voir plein de films comme ça qui sont grave nuls, mais juste les décors sont ouf. Parce que ça peut donner plein d'idées après pour la suite, pour ta créativité. Ouais. Genre de voir tous ces décors et tous ces trucs qui sont mis en place. Genre Fellini, il y a plein de trucs de Fellini que j'adore. Et enfin, de toute façon, j'adore le cinéma de Fellini. Et pourtant, les histoires, parfois, je suis désolée, mais on comprend rien. Ça part ni queue ni tête. Enfin, et vraiment, c'est incompréhensible. Genre, tu montres ça à quelqu'un de lambda qui a aucune culture du cinéma. Il va dire, ce film, je comprends rien, mais c'est beau. Et bah moi j'adore. Moi ça me touche pas du tout ça. Mais voilà, c'est pas touchant, mais les émotions que la musique te procure, que les décors et tout, bah ça va donner quelque chose quand même, tu vois. Moi ce que j'encourage les gens à faire, parce que je le faisais pas, mais je l'ai fait ces derniers temps. Alors là ça va être, je sais pas si t'as vu, il y a un film qui fait le buzz, c'est Saltburn. Oui, j'ai vu le buzz de ce truc. J'ai vu le film et du coup après en fait je me suis rendu compte que c'est par une personne qui a fait un autre film que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis tombée dans un trou de YouTube de cette personne qui explique ses choix de films. Et c'est incroyable. Parce que la meuf, elle arrive, elle t'explique. Elle s'appelle Emerald. Quelque chose. Je me rappelle parce que le nom m'avait fait rire. Elle a fait Promising Young Woman. Et ça. Et en fait, c'est incroyable. Elle a fait une vidéo. Faut que je retrouve. Je vais la remettre en description. Je donne le nom de cette personne quand même qui a fait un film que j'aime bien aimer, Emerald Fennell. Et en fait, il lui donne un écran et c'est quelques scènes de son film. Elle prend un stylo et elle t'explique. Là, j'ai mis une canette parce que X, Y, Z. Et après, à un moment, elle se pose et elle dit moi, si je travaille avec un réalisateur et qui n'est pas obsédé par le fait si c'est une canette de Pepsi ou de Coca, je comprends pas pourquoi il fait des films. Et j'étais en mode, c'est incroyable de voir la réflexion. Enfin, moi ça m'a beaucoup impressionné et ça me donne encore plus envie de voir des gens qui créent des films qui t'expliquent parce que tu vois tout ce qu'il y a derrière et c'est assez incroyable. Non, je suis d'accord. Enfin, je connais pas cette réalisatrice précisément. Je sais, enfin, j'ai vu un peu les polémiques autour du film et tout. C'est quoi la polémique autour du film ? Il y a pas des trucs plutôt sexuels, je crois. Enfin, il y a des choses dégueulasses. Enfin, j'ai pas vu le film en fait, donc je pourrais pas en parler. Alors, je défends ce film. Mais non, je ne défends pas ce film, mais il n'y a pas de scène de sexe, déjà. Dès qu'il y a un rapport sexuel, en fait, tu le vois pas. C'est pas du tout. Il y a de la nudité, mais ce n'est pas sexuel. Et après, il y a un moment où elle explique je voulais qu'il. Enfin, pour moi, ça m'intéresse pas quand il y a de la nudité dans des actes sexuels, ça m'intéresse pas. Donc là, mais il y a des scènes très gênantes. Extrêmement gênantes. Et tout le monde parle de la scène de la baignoire. C'est beaucoup moins gênant que la scène j'ai pas envie de spoiler, mais il y a une autre scène qui est pire en fait. Ouais. Et c'est des films un peu. C'est une personne qui fait des films un peu où t'es dans ton. Enfin, t'es un peu gênant, tu vois. Moi j'aime bien cette vibe là. Mais comme on l'a établi, toi et moi, jour et nuit, pas du tout dans le même univers cinématographique. Mais au contraire, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien parler avec des gens qui ont rien à voir avec moi. Mais c'est pour ça que c'est grave instructif. C'est pour ça qu'il y a cette podcast, parce que sinon, quand est-ce qu'on se serait rencontrés ? Ouais, c'est clair. Après, dans notre ancien podcast, tu vois, nous, on parlait souvent avec des gens qui avaient les mêmes références que nous. Ouais. Parce que c'était un podcast sur le shoujo manga, donc la plupart qui étaient... quand on a fait quelques cycles d'interviews, c'est avec des gens qui étaient intéressés par le shoujo manga. Ouais. Donc oui, on se ressemblait plus, on va dire, dans les influences et tout. Et c'était cool aussi de voir qu'il y a plein de gens comme nous qui existent et qu'on n'est pas tout seul. Donc au contraire, moi je trouve que les deux c'est intéressant. Après, dans le milieu de l'art, on est tellement tous différents, on a tous des références qui sont différentes, c'est ça qui est trop cool. Ouais. Genre ça m'a vraiment beaucoup apporté. Par exemple, quand j'étais aux Beaux-Arts, ça m'a grave apporté... de pouvoir discuter avec plein de gens qui n'ont rien à voir avec moi, tu vois. Ouais. Et ça nourrit, je trouve, ta réflexion sur après ce que tu vas faire plus tard comme pratique artistique. Donc au contraire, moi je suis pas du tout fermée. Mais c'est vrai qu'après, plus tu grandis, plus tu sais exactement ce que t'aimes aussi. Oui, et plus tu vas moins vers des choses où plus tes horizons, tu les élargis moins. Ouais. Tu vois. Et je pense que c'est bien
de garder une petite ouverture, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, je trouve aussi. Toujours apprendre un nouveau truc. Bah, c'est comme les pays, tu vois, comme on parlait de voyage. Ah oui. Tu vois, bah, c'est pareil, je trouve, c'est la même chose. Moi, j'ai pas envie d'aller partout, je m'en fous, en fait. J'ai envie d'aller dans des endroits précis. Oui. Et c'est ça, c'est pareil, c'est quand tu grandis, tu vois, je trouve que t'as des envies plus précises de trucs que tu veux et tout. Mais non, mais tout ça pour dire que je trouve c'est vraiment à l'enfance, l'adolescence que tu commences un peu à rêver de choses. Ouais. Et que c'est que à notre âge à nous, enfin je sais pas quel âge t'as toi, mais... Je pense qu'on a le même âge. J'ai eu 18 ans en 2014. Ok, donc t'as quel âge? Pardon, 27 ans. 27, oui on a le même âge. Mais ouais, je trouve que c'est que à notre âge à nous, quand on arrive vers la trentaine, que déjà tu te poses des questions existentielles, mais terribles, enfin vraiment terribles, de qu'est-ce que je fous là, enfin... Puis tu te posais pas du tout les mêmes questions à 12 ans. Ah non. Que tu te posais à 17 ans, que tu te posais à 20 ans, que tu t'en poses à 27. Là, tu vois ta vie qui a défilé et tu te dis mes études sont finies, enfin là, tout arrive dans ma gueule, je vais avoir 30 ans, puis je dois accomplir encore tellement de choses. Et t'es dans la phase stagnante de ta Et vie. c'est le stag, ouais, c'est T'es en vraiment mode, ça, j'ai fini c'est la mes phase études, stagnante. le début du travail il est Ouais. parti. Là, c'est le trou. Ouais, et en plus, t'as tout le monde qui tombe sur le dos en mode genre bah là, faut penser aux enfants, au mariage, acheter une maison. Ta cousine, elle est déjà mariée, elle a déjà fait ci, ça. Ça, c'est Genre, le côté enfin, regrettant. non mais c'est vrai, non? Et Euh, après, ça dépend. Nous, on est des personnes qui ont fait des études et tout, donc ça met parfois un peu plus de temps quand t'as fait mais des études. ça arrive quand même. Mais ça arrive quand même que des... Voilà, bon. Il y a toujours ces réflexions-là. Je trouve que c'est super compliqué d'avoir notre âge à notre époque. Ah mais oui, parce que Vraiment. t'as pas le privilège de tes parents qui sont en Ouais. mode je me suis jamais posé de questions et aujourd'hui ils sont en mode pourquoi se poser des questions. Ouais. Mais t'as pas le privilège des gens que tu en sais qui sont en mode je pose des questions sur tout et je m'en fous de tout. Et du coup ils ont tout, enfin j'ai l'impression que nous on avait peur. Mm. Tu sais, de la stabilité financière. Ouais. On a peur, mais en même temps on se pose des questions. Mais en même temps, tout est possible, mais rien n'est possible. Tu peux commencer ta propre marque, mais tu ne pourras pas en vivre. Oui. Tu vois? Ouais, c'est vraiment ça. C'est des... Ouais, faut réussir à s'adapter et tout. À tous ces changements. Mais c'est grave dur. Et surtout quand t'es dans un milieu artistique, c'est vraiment, vraiment dur. Et moi, j'ai un peu du mal avec tous ces gens qui sont en mode genre faites des études d'art, c'est trop bien les études d'art, vous aurez un travail après, puis on est tous en école de mode et faisons tous des trucs créatifs. Parce que le problème, c'est que bah, c'est trop bien, mais juste en fait, à la fin, t'as pas de taf quoi. Puis il faut être réaliste, tout le monde n'est pas artiste dans l'âme. Il y a des gens qui peuvent faire des trucs créatifs, c'est-à-dire faire des loisirs créatifs, ça tout le monde peut le faire, mais être artiste, tout le monde n'a pas les épaules pour l'être. Et c'est pas grave. Mais c'est pas grave en Mais fait. c'est ça, en fait c'est ça, c'est Enfin, pas grave. Genre c'est pas grave. Fais autre chose. Tu vois, genre moi je sais que par exemple être artiste contemporain, et bah je pense que j'ai pas forcément les épaules pour l'être. Pourtant je le suis. Là en plus je suis en résidence bientôt. Donc genre vraiment j'ai cette pression sur les épaules. Je vais me présenter à ma résidence en tant qu'artiste. Et genre juste j'ai même pas mon statut d'artiste-auteur encore et c'est tout un bail administratif de merde. Ouais. Et pourtant je sens que moi c'est encore compliqué de dire que je suis artiste. Alors que c'est acté quoi, là c'est bon, j'ai ma résidence, enfin c'est fait. Mais par contre je peux dire facilement que je suis designer de mode parce qu'en fait bah ouais je fais mes vêtements de A à Z. Donc j'ai pas de mal à le dire. Oui, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. C'est vrai que parfois, en fait, tout est tellement banalisé que t'as pas, moi ce que je pense, Ouais. c'est que, moi ce que je remarque d'ailleurs, parce que de toute façon, comme je t'ai dit, tout ça, moi je sais pas du tout mon milieu, j'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'avoir leur monde à eux et Ouais. de réfléchir. Et je pense que c'est tellement important, en fait, de prendre le temps, de regarder ce que toi tu veux faire, Ouais. ton style, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas, et d'avoir, par exemple, si on revient toujours au tatouage pour rester sur ce thème de cette podcast, parfois tu vois des tatous, t'as pas besoin d'avoir le nom pour être en mode c'est cette personne. Parfois il y a des gens que moi enfin tu les vois sur ton feed, t'es en mode c'est machin, c'est ça. Mais ça c'est ça qui fait un bon tatoueur je trouve. Bah, Enfin c'est ça. mon avis hein, bien sûr. Hein. Mais moi j'aime les gens, je vois leur tatouage, je sais que c'est eux. Et Bah oui. enfin les gens que je vous ai cités là, d'ailleurs j'ai oublié de citer My Melody aussi, qui est une artiste qui fait plutôt du manga, qui m'a tatoué aussi. Mais enfin ces gens-là c'est vraiment des personnes,
tu vois leur travail, tu sais que c'est elle ou eux. Et ça, je trouve que c'est ça qui fait un bon tatoueur. C'est quand tu vois le dessin et tu sais que c'est cette personne qui l'a fait. Ouais. Et ça, franchement, il y en a plein à Paris. Il y a tellement de gens qui sont tellement incroyables. Moi, je tombe sur des gens qui font des trucs, mais... C'est quoi la personne qui ne t'a pas tatoué, mais qui est souvent pour... parce qu'on va bientôt boucler cette histoire. Oui, bien C'est sûr. quoi la personne qui tu vois sur ton feed, qui t'a pas tatoué, mais à chaque fois t'es en mode je suis très impressionnée par son travail, qui revient souvent. Bah, il y en a deux. Alors, il y en a une, je pourrais le dire parce que je la connais direct. L'autre, il faut que je retrouve. Parce que... ça m'arrive Alors, il y en a souvent. une que j'aime genre vraiment trop et qui fait des tatous. En fait, ces tatous, pour moi, c'est genre l'esprit du Japon. Je sais pas comment dire. C'est hyper doux, c'est hyper sweet. Elle s'appelle Adelaide Tattooing et je pense qu'elle est vraiment très très connue. Et c'est juste le Japon. Ah ouais. Je sais pas comment dire, mais c'est l'ambiance du Japon. Elle a réussi à ramener l'ambiance du Japon dans ses tatous, mais sans que ça soit, vous savez, des tatous japonisants. Oui. C'est pas des tatous japonisants, c'est des tatous avec l'esthétique émotionnelle du Japon. Je sais pas, quand tu vois ces tatous, ça, moi ça me provoque un truc. Je pense que c'est les couleurs aussi, il y a quelque chose. Elle, vraiment, j'aime trop. Et il y en a une autre qui est vraiment trop méga douée. Et je vais vous donner le nom. Et en fait, elle, ses tatous, on dirait que c'est du vert. Ah voilà, ça a mis du temps, mais j'ai trouvé. Alors, c'est Arte Perdura. Vraiment, ce qu'elle fait, c'est... Enfin, on dirait vraiment du vert. Ah oui. Ah c'est fou. C'est trop beau. Les deux n'ont absolument rien à voir. C'est pas du tout les mêmes esthétiques. Mais c'est des esthétiques très spécifiques. Mais c'est vraiment ah incroyable. ouais, c'est ouf. Enfin, en plus, ça a l'air tellement fin et... C'est incroyable. Enfin, c'est trop fou. Enfin, je trouve que c'est une technique de tatouage là qui est vraiment super aboutie en fait. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi que je trouve incroyable. C'est le fait quand les gens ils ont des techniques super abouties. Très organisé. Peut-être. Ouais, peut-être. Pourtant, je suis pas du tout vierge. Hein. Je suis balance. Donc, rien à voir. Je suis une fille perdue. Hein. Les signes astrologiques, je pourrais pas te... Je ne suis pas... Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis poisson. Si ça peut dire quelque chose. Alors là, vous lui direz parce que... je ne sais pas, peut-être. J'ai toujours très peur que les gens fassent « Ah, t'es poisson !» Non, mon frère est poisson, t'inquiète. Pas du tout. J'allais rien dire. Écoute, on n'a même pas eu le temps de parler de ta podcast. Oui, bah, je peux dire quelques mots si tu veux. Allez, comme ça... C'est toi qui décide. Mais oui, bien sûr. Non, bah, le podcast, après, là, il est en pause. On a créé un podcast avec mon amie Natacha sur le shoujo manga. Suite au fait qu'on ne trouvait pas du tout de podcast sur le shoujo en 2021. On ne trouvait pas du tout de podcast sur le shoujo qui nous parlait de nos shoujo favoris, qui nous expliquait qui étaient les grandes auteurs de ces shoujo-là et déconstruisait un peu la vision aussi hyper masculiniste qu'on a du manga, où c'est des shonen, vous savez, les mangas pour garçons bien masculins, avec des personnages bien forts, mais où on mettait pas du tout en avant aussi les auteurs féminines. Donc nous, on a décidé de remettre un peu ça au goût du jour. Voilà, donc on a commencé en 2021 et on a commencé par expliquer un peu qui étaient les papesses du shoujo manga au Japon, avec un épisode sur l'an 24, donc qui expliquait vraiment le début c'est pas le début du shoujo manga, mais vraiment le début de ce qui est le style shoujo, avec les grands yeux cernés d'étoiles, le côté un peu cute, Lolita, tout ça, ce qui a découlé après dans les années 2000, donc à partir des années 70. Et après, on a fait plein de sujets, des sujets sur des mangas humour, on fait des recommandations, on a fait des interviews aussi. On est même allé faire un atelier avec des jeunes où ils nous ont un peu parlé de leur manga préféré. Et c'était aussi la volonté de donner la parole à des jeunes qui n'ont pas la parole d'habitude, puisque c'était des jeunes de banlieue, principalement à Clichy-Montfermeil, en collaboration avec Zato et Métissis. Voilà, on a donné donc la parole aussi à des personnes qui s'habillent en Lolita, à des personnes qui aiment, qui font du tatou, mais donc du tatou orienté, un peu cute, inspiré Japon, etc. Des artistes, des illustrateurs, voilà, un mangaka aussi, qui fait aussi de la mode. Voilà, on a essayé d'aller un peu dans tous les domaines. Là, après 2 ans, on a mis un peu une pause
parce que je pense on a fait quand même pas mal de sujets. On a parlé de pas mal d'auteurs féminines qui sont ouf, qui font des trucs incroyables. Et on a un peu fait plein de descriptions super détaillées, mais on s'était un peu lassé aussi du format. Ouais. Ça devenait un peu contraignant pour nous aussi, parce que c'était énormément de travail en amont. Parce que nous, on faisait des classements de manga, ça veut dire quand on parlait d'un auteur, on fait toute la bibliographie de l'auteur. Et genre, il y a des auteurs, elles ont publié 40 mangas. Ça me donne mal à la tête. Donc, ça veut dire qu'on lisait les 40 mangas. Oh. Voilà, on lisait les 40 de A à Z pour parler de chaque arc, de chaque truc. Enfin, genre parce que les gens qui nous écoutaient, les auditeurs et auditrices, bah, il y en avait qui étaient vraiment super passionnés, tu vois. Et quand t'es passionné, bah, tu veux tout savoir du truc. Donc on essayait de le faire voilà, de manière perfectionniste, si on peut dire ça. Et à un moment, c'était fatigant aussi pour nous, même si on adorait lire des mangas, on commençait à se lasser un petit peu. Pas de les lire, mais plus c'était devenu plus un plaisir, quoi. C'était devenu un taf. Et puis surtout, on n'était pas rémunérés pour ce qu'on faisait. Donc à un moment, quand tu fais ça à côté de ton taf, genre quand t'as beaucoup de trucs à faire, tu peux pas gérer tout. Donc après, si ça vous intéresse, c'est toujours disponible sur toutes les plateformes, je crois. Oui, sur toutes les plateformes, même sur YouTube. On avait fait des marathons aussi où on parlait de films asiatiques, parce qu'on avait élargi à la fin un peu, genre vraiment à tout ce qui est la culture asiatique. Donc les films, les dramas, genre voilà, pas mal de trucs, la musique. Pas la musique, pardon. Les films, les dramas, les livres aussi. On a fait beaucoup sur des bouquins qu'on lisait, d'auteurs asiatiques aussi. Donc voilà. Après, ça peut peut-être vous parler. Si vous aimez les mangas, en tout cas, je pense que vous pourrez en apprendre un peu plus sur vos mangas préférés. Si vous aimez les shoujo. Et si vous voulez juste découvrir des nouveaux trucs, on a fait quand même genre au moins plus de 300 recommandations. Donc il y a de quoi... Ouais, il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire. Et regarder. Voilà. Célia, Zara, nous arrivons un peu à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, que t'as pas pu aborder ? Je sais pas, toi, est-ce que t'as une question, je sais pas, sur ma marque que tu voulais me poser ? Parce qu'on a parlé de tellement de trucs, mais au final, on n'a pas forcément parlé précisément, de ma marque. Donc c'est pour ça, si t'as un truc précis. On va faire un truc précis. Avec ta marque de mode, tu as des collections un peu plus spécifiques. C'est-à-dire, tu drops t'as des drops. Ouais. Et chaque drop a un thème. Ouais. Notamment, je te le dis, je vais l'acheter, t'as un t-shirt fraise oui. blanc avec des trucs sur le... Oui. Ça, celui-là, ça va rentrer dans ma collection, je le trouve magnifique. Je vais l'acheter bientôt. Et du coup, est-ce que t'as une idée précise de ce que tu veux faire à chaque drop ? Oui et non. En fait, comme je chine mes tissus et que je prends beaucoup des dead stock, genre ça dépend ce que je trouve comme motif, s'il y a des motifs, et aussi la saisonnalité. Parce que la saisonnalité, c'est super important dans la mode. Les gens s'habillent pas forcément, par exemple, avec des trucs super clairs en hiver. Ils aiment plutôt les couleurs sombres, être un peu cocooning, ce genre de choses. Donc c'est vraiment selon ces deux critères-là que je choisis le thème. Après, j'ai pas fait beaucoup de thèmes et en vrai, tous les thèmes se rejoignent. Oui. Là, tout ce que j'ai fait, ça se rejoint. C'est-à-dire, par exemple, la toute première collection, je vais faire un truc super simple. Je voulais juste qu'il y ait du noir et du blanc et un motif. J'ai fait le motif fraise qui est le best-seller, si je peux dire ça. C'est celui que les gens aiment le plus. Et c'est du rouge. C'est vraiment les trois couleurs qui font partie de ma DA. C'est le noir, le blanc et le rouge. Et c'était le plus simple. Mais il n'y avait pas vraiment de thème. Oui. Le deuxième, j'ai fait un truc sur le pique-nique. Parce que j'avais réussi à chiner pas mal de napperons. Des vieux napperons, des vieilles choses que j'ai trouvées à Lyon dans une sorte de... C'est pas un Emmaüs, mais un sorte de truc comme ça un peu. Et j'en avais trouvé plein, des vintage, des trop beaux. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va trop bien avec l'idée du pique-nique. Et le pique-nique, c'est très Lolita aussi. Hein. Les Lolitas font beaucoup de pique-nique. Enfin voilà, il y a grave un lien. Donc j'avais fait cette deuxième collection. Après, par exemple, j'avais une idée de faire un peu un truc autour de l'été et du rose.
J'aimais bien l'idée de porter du rose en été, je trouve que c'est une couleur qui est assez éclatante. Et en plus, j'avais chiné un autre tissu avec des fraises, mais rose cette fois-ci. Donc c'est pareil, je pouvais faire le lien. Et puis comme il y a tout l'univers de ma marque, c'est aussi autour de la gourmandise et de la pâtisserie, puisque l'objet phare de la marque, c'est le tablier. Donc il y a vraiment cette idée-là, je voulais recommencer ça un peu en été, je trouvais que c'était un peu peps et tout. Après, j'ai trouvé des tissus, pareil, autour des petits teddy bears. Voilà, donc là, j'ai fait toute une collection autour des petits teddy bears parce que, pareil, j'avais chiné ça. Tu vois, c'est toujours un peu en lien avec ce que je chine sur le moment ou ce que j'ai trouvé. Et après, là, en ce moment, je travaille sur... la collection s'appelle Winter Opera et c'est autour des arlequins. Et ça, c'est mon esthétique, de toute façon, même de mon travail, encore une fois, d'artiste. Parce que tout mon travail d'artiste est autour du masque, du théâtre, du burlesque. Donc, et quand je parle de mon travail d'artiste, c'est vraiment pas mon travail de styliste de mode. En fait, les deux sont vraiment hyper différents. J'emploie pas du tout les mêmes techniques et même ça s'adresse pas du tout au même public. Mon travail d'artiste, c'est vraiment un travail de costume. Donc je fais beaucoup de métiers d'art, genre de la broderie, comme je disais, de la plumasserie et tout, ennoblissement de cuir et tout, alors que pour ma marque, pas du tout. Pour ma marque, il y a des t-shirts, il y a des bandeaux, il y a plein de trucs un peu plus légers. Donc là, j'ai repris un peu cette direction-là. Et je vais dropper un peu des trucs petit à petit autour de la Commedia dell'arte. Donc plutôt des trucs avec des motifs harlequins, aussi peut-être un tablier Pierrot, donc lié au personnage de la Commedia dell'arte et du théâtre, et du masque, du drama quoi. Voilà. Ah mais trop donc c'est cool. en lien, en lien à chaque fois, tout est en lien, mais ça dépend de plein de facteurs qui sont liés, comme je dis, à la saisonnalité, à ce que je trouve, bien sûr. Ok. Je savais pas que c'était du dead stock. Peut-être que j'ai pas assez bien fait mes recherches. Ouais, la plupart c'est que du dead stock, à part tout ce qui est ruban. Où ça, vous en doutez, c'est impossible de trouver des rubans en dead stock. Parfois on peut trouver dans des Emmaüs ou dans des brocantes. Mais bon, ils sont parfois en très mauvais état. Moi, je peux pas me permettre de vendre un truc en mauvais état. Bah oui, enfin... Donc, ou c'est des trucs que j'ai achetés dans des merceries, tout simplement. À Paris, on est dans la ville de la mode, il y a des merceries partout. Donc voilà, ou des trucs que j'ai achetés sur Internet. Mais sinon, les tissus, vraiment les tissus, ça, c'est que du dead stock ou des fins de rouleau. Des fins de rouleau ou, comme je dis, chiné. Donc, du vintage, genre des trucs vintage que j'ai chiné. Non mais c'est trop cool. Et comme ça te fait des... Enfin, l'inspiration vient au moment où tu découvres un peu les tissus. Ouais. Ah mais c'est chouette. Je trouve ça cool aussi comme manière de travailler. Ouais. T'es moins pressé par le temps aussi. Puis t'étais pas dans un nuage de points d'interrogation. Ouais. Chercher un peu... C'est vrai. Après, pour le dead stock et les fins de rouleau, je sais pas dans quelles conditions ont été faits les rouleaux. Oui. Parce que moi j'étais pas là en fait, et puis on peut pas le retracer en fait, c'est du dead stock, c'est des fins de rouleau. Donc ça veut dire que tu les prends dans un entrepôt et en fait c'est des fins de rouleau de maisons de luxe. Oui, bah oui. Donc ça veut dire que les maisons de luxe elles ont acheté leurs rouleaux, au lieu de jeter les rouleaux, et elles les vendent en fait à bas prix dans des entrepôts. Et ensuite, toi, tu peux les récupérer et leur donner une seconde vie. Maintenant, je sais pas dans quelles conditions ça a été fait. Et à vrai dire, bien sûr que ça me perturbe. Et de toute façon, quand tu travailles dans la mode, c'est obligé que ça te perturbe ce genre de truc. Mais je pourrais pas faire ma matière moi-même. Oui. C'est impossible. Oui. À part si j'avais une collaboration avec une usine. Ou une petite campagne. En France. Ou une campagne de crowdfunding. Voilà. À mon échelle, c'est impossible. Mais moi, je pense que c'est déjà une très bonne démarche. Ouais. Et en plus, c'est quand même très original ce que tu fais. C'est une belle façon de donner une seconde vie. J'essaie. Honnêtement, ces trucs-là, ils auraient fini quelque part dans la nature. Ouais, c'est chaud, hein, quand même, ce qui se passe. Hein. L'industrie textile, petit point histoire, petit point géographie ou petit point je sais pas quoi. L'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante du monde. Ah, mais oui. Genre, vraiment, tous les vêtements qu'on achète, c'est affolant où ils arrivent, quoi. Ils sont déposés sur des îles, les gens sont soumis en esclavage là pour faire nos vêtements. Moi, ça me dégoûte, genre, et profondément. C'est encore pire avec l'arrivée de Chine et toutes les marques fast. Tu pensais qu'ils pouvaient pas faire plus fast,
Et non. Là, Ouais, mais le problème, c'est même pas les pays asiatiques qui font les trucs à bas prix. Moi, je trouve le pire, c'est vraiment les grandes entreprises, quoi. Ah, mais de toute Comme façon... Inditex et tout. C'est eux les pires, mais c'est vraiment les pires parce que c'est eux qui les emploient. Bah oui. De toute façon... Et c'est odieux. Mais après, en fait, même à côté de ça, je peux même pas critiquer les personnes qui achètent chez Zara ou quoi que ce soit. Moi, je le ferai jamais. Mais les personnes qui achètent voilà, dans des entreprises de fast fashion, je peux même pas les critiquer parce que parfois, tout simplement, ou tu connais pas, t'as pas la connaissance du vêtement, peut-être tu sais pas du tout c'est quoi la seconde main, etc. Ou à côté de ça, juste t'es pas sensible à ça, quoi. Ou t'as pas le temps, ni T'as pas le temps, ni t'as l'argent. l'idée, t'as... Oui, Ouais. parce que... Enfin, moi je sais que j'achète sur Vinted, que je vais sur des Emmaüs, des choses comme ça, mais faut y aller, prendre le temps de rechercher ce que toi tu veux, ou alors parfois, franchement, tu fais le choix d'aller dans une friperie qui est un peu plus chère que Emmaüs, mais tu sais que t'as des belles... Enfin, que Mais ça, la sélection elle c'est est une faite. culture quand même du vêtement qui est... Ouais. Je veux dire, je sais pas si les personnes qui habitent en campagne ou en province, elles ont accès à ça hyper facilement. Avec Vinted un peu plus en France. Mais, enfin voilà, je sais pas. Genre moi je suis pas du tout dans le... Comment dire, je suis pas du tout dans le jugement des personnes qui font ça. Oui. Parce que, enfin, en plus, mais la plupart de mes élèves s'habillent en fast fashion. Hein. Ils s'habillent chez Shein et tout. Donc, je me permettrai pas de les juger ou quoi que ce soit. Ils sont super jeunes, ils ont pas la culture de ça. Et pourtant, ils sont super conscients que ça se passe mal de ce côté-là. Mais je sais pas, ils ont pas forcément passé le pas. Moi, je pense que ça se passe plus dans les hautes sphères, tu vois, le problème. Mais tu vois, moi je que sur les pense, clients, quoi. très sincèrement, je vais te jeter des fleurs. Prépare-toi. Je pense que ce que tu fais, s'il y a plus de marques qui font ça, de proposer des vêtements entre guillemets niches, uniques, originaux, que tu vois pas, avec des dead stock, avec du upcycling, avec du machin, mais en fait, ça va devenir un peu plus... Enfin, ça te donne une alternative, parce qu'il n'y a pas d'autre chose sur le marché où tu peux acheter des vêtements Lolita, cute, en seconde main, dans des conditions plus éthiques, on va dire, et qui sont mieux, plus doux sur la planète, tu vois. Et moi, je pense que c'est une belle démarche, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que j'aime beaucoup ta démarche, en fait. Parce que c'est hyper... Moi, j'adore voir des styles un peu plus recherchés, entre guillemets, parce que tu ouvres la possibilité. Et là, il y aura quelqu'un d'autre qui va faire, moi je sais pas, des caftans en seconde main avec des tissus harlequins. Ça, c'est cool. Et là, tu vas avoir tous ces gens qui vont pop et ça va donner plus envie aux gens de faire, ah, mais regarde, là, tu peux trouver des pièces hyper chouettes. Mais moi, j'espère que ça va se faire. Bah, moi aussi, hein. Mais pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est espérer et croiser les doigts. Après, tout le monde s'habille pas de manière extravagante aussi en France. Après, aussi, même, tu vois, des... Moi, je dis pas que ça soit uniquement des trucs hyper originaux, mais juste que ça soit plus... que ça soit moins... J'ai l'impression que les gens, en seconde main, ils ont une idée très mamie, tu vois. Je sais pas. Ah ouais, tu penses ? Ouais, oui. Parce qu'il y a un truc un peu fashion aussi de la seconde main maintenant. Bon, peut-être dans le milieu parisien. Je pense que le truc fashion, c'est si tu vas dans une friperie que tu chines du Chanel. Ah ouais ? Je pense... ouais. Moi, ma référence, c'est ma soeur. Ma soeur est nulle et ma soeur achète de la fast fashion. Mais en fait, elle, vraiment, pour elle, si tu veux des belles pièces, c'est des belles pièces de luxe. Tu peux pas aller à un Emmaüs et trouver une pièce et en faire un truc, tu vois. Mais on a des styles très différents. Oui, après, enfin, comme je dis, moi, genre, étant dans la mode, je sais pas comment dire, mais quand tu travailles dans la mode, après, t'es un peu dégoûté du vêtement. Oui. Genre enfin, je sais pas, moi, je vais dans un magasin, par exemple, j'accompagne ma mère. Ma mère, elle s'habille chez Zara parfois. Bon, bah voilà, moi j'aime pas, je dis maman, tu veux toujours m'emmener dans ce magasin, un peu je déteste, c'est toujours le magasin où il y a grave du monde. Ah oui, et c'est hyper mal organisé, il y a fort. des tas des trucs. Ça sent fort, ils mettent du parfum partout. Et c'est pas beau, enfin, c'est franchement. Vraiment, c'est l'enfer. Et ouais. bon, moi je l'accompagne, voilà. Je l'accompagne et tout, et à chaque fois en fait elle me dit, mais t'aimes pas ça, comme les mamans, tu vois. Et je suis en mode, mais je déteste, enfin genre, il y a rien qui va. Je dis, regarde ce pull. Regarde, il est vendu combien ? Je dis, il est vendu 60 €. Vas-y, regarde l'étiquette où c'est fait. Bangladesh polyester. Mais même ça. Je dis, mais ça, c'est une dinguerie. Genre, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas acheter un pull 60 € et qui soit fait au Bangladesh et qui soit en 100% polyester. Je suis désolée, c'est pas possible. Genre, moi, là, aujourd'hui, en plus, c'est un vrai exemple. Aujourd'hui, là, je porte un pull. Il est en 100% laine. C'est un Jean-Paul Gaultier Archive. Je l'ai payé 40 € au Japon.
et c'est un 100% laine en fait. Je dis pas qu'on peut tomber sur cette offre partout, mais ce que je veux dire c'est que c'est possible en fait. Tu peux trouver des trucs de ouf en fait pour des prix défiant toute concurrence en seconde main et avec des matières de ouf. Bah c'est sûr que quand genre, tu viens... pourquoi j'irais acheter un pull en polyester de mauvaise qualité qui est même pas d'un designer, un truc vraiment pourri, genre pourquoi j'irais acheter ça 60€ alors que je peux trouver sur Vinted ou dans des fripes et tout, je peux trouver un pull, même pas de marque, là je dis Jean-Paul Gaultier parce que c'est ce que je porte, mais il y en a plein d'autres, même pas de marque d'ailleurs, des trucs vintage. Pour 30€, je peux trouver un pull en 100% laine qui tient bien chaud pour l'hiver. Je le lave, je lui mets du parfum, je le remets bien en place, tu vois, je le laisse sécher sur une belle serviette là. J'en prends soin, il sera comme neuf et je l'aurais payé 30€ quoi. Et ce sera de la laine. Bah oui. Et ce sera un pull, je sais pas moi, fait en Europe ou même en Asie, peu importe, mais juste ça sera un beau pull quoi. De bonne qualité et que tu pourras porter toute ta vie. Plusieurs fois. Et j'ai du mal à comprendre cette logique, mais après c'est peut-être moi parce que je fais des vêtements et du coup je me dis ah purée, vraiment je comprends pas comment on peut acheter un truc qui peut se déchirer comme ça en 2 secondes et la couture elle est trop moche, enfin genre tout est en surjet à l'intérieur, genre ça veut dire que c'est même pas doublé, genre tout est en surjet, c'est genre trop laid et t'achètes ça et tu te dis tout va bien. Enfin après c'est mon avis, mais bref, voilà quoi. Sur cette note, merci beaucoup Célia Zara d'être venue aujourd'hui et d'avoir pu parler de mode, sujet dont je ne m'y connais pas du tout. Ça m'a appris de beaucoup de choses. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Célia Zara. Allez voir son compte Instagram, allez voir sa marque, suivez-la. Elle a beaucoup de outfit checks, trop cute. Sa marque est très sympathique. Allez voir le t-shirt fraise. Moi, quand tu dis que c'est un best-seller, mais je pense que c'est un best-seller pour une raison. C'est une petite pépite. Et le t-shirt ou le tablier ? J'adore les t-shirts. Tablier, je pense que je n'ai pas assez de... C'est pas encore pour moi. De bagou. Pas de bagou, mais il y a des choses que je peux pas mettre sans que ça ait l'air un peu... Je découvre mon corps. Ok. J'ai 27 ans, je ne m'habille pas, je ne sais pas encore comment m'habiller. Mais je sais que j'adore les t-shirts. Donc je vais acheter ce que je connais. T'as raison. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur Spotify. Mettez des commentaires sur le post Instagram. Mettez des likes et des commentaires à Célia Zara. Et à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.